quand je me regarde dans le miroir et que je suis prêt à aller sur scène. Je me dis toujours que s'y croire que notre apparence ne peut pas être changée, c'est complètement faux. C'est complètement faux, s'y croire que notre apparence, que notre visage ne peut pas être changé, qu'il ne peut pas changer, qu'il doit tout le temps rester le même, que notre visage, que chaque trait de notre visage ne peut pas être changé ou alors ne peut pas être effacé par un simple coup de crayon ou par un simple coup de mascara ou alors de fard à paupières, qu'il ne peut pas être changé, qu'il ne peut pas être effacé ou transformé, s'y croire que notre visage est indélébile, qu'un de ces jours il se transforme avec la vieillesse, qu'il se transforme avec la vieillesse, ou alors qu'il se transforme simplement tous les jours. Chaque jour il se transforme, et non, s'y croire que notre visage doit rester le même, si bien qu'il est comme ça, si bien qu'il est comme ça, eh bien non, vous vous trompez. Je suis, je suis en train de suivre un métier que j'adore et que j'aime. C'est ma passion. Me retrouver sur scène et changer mon humanité, devenir quelqu'un d'autre, me transformer en cygne si je le peux, me transformer en une bête féroce si je le dois, me transformer en un petit insecte mais pourtant magnifique si je le dois ou si je le peux, encore une fois. Mon visage change, il est comme une palette de couleurs différentes. Une palette de couleurs différentes. Ce soir-ci, je suis un animal rugissant. Ce soir-ci, je suis un animal rugissant. La palette de couleurs est plutôt de couleurs dorées et de couleurs blanches. Ce soir-ci, je serai ensuite une sorte de cygne noir et de cygne blanc. Je serai une sorte d'oiseau spécial. J'enfilerai des ailes, le long de mes bras, que je passerai le long de mon costume blanc. Sur mon visage, qui interagira avec une couleur blanche, disparaîtront mes yeux sous une lumière blanche. Sous une lumière blanche et pas naturelle disparaîtront mes yeux, mais mes yeux réapparaîtront sous ce maquillage noir. Mes yeux réapparaîtront et mes fossettes réapparaîtront sous ce maquillage verdâtre, posé sur le blanc, sur une deuxième couche de blanc. Alors que mon visage apparaîtra comme étant blanc, noir et vert foncé. Mon visage a bien changé, mais je serai toujours le même, au fond. Le moment où l'on se démaquille, c'est le moment où l'on se défait de notre métamorphose. C'est le moment inverse, celui où un papillon sort de sa chrysalide. Ce moment-là, je le déteste. Je préfère celui où je me transforme, je préfère celui où je me métamorphose, où ma chrysalide devient où la chrysalide commence à me protéger, où la chrysalide commence à se former autour de moi. Ce moment où je perce la chrysalide et je deviens quelqu'un d'autre. Une fois que je suis sur la scène, les mouvements de mon corps commencent. Les mouvements de mon corps commencent à s'échanger avec ceux du corps de l'autre. S'échangeant avec ceux du corps de l'autre pour provoquer le spectacle, ou alors pour provoquer le spectacle, provoquer des émotions chez les autres, pour provoquer des applaudissements à la fin de la séance. Je me sens alors libre et je peux enfin me divertir. Je peux enfin me divertir sous certaines règles qui m'ont été données, sous certaines places qui m'ont été données, certaines places que je ne peux pas prendre qui appartiennent à l'autre, alors que je suis en train de me divertir en prenant place sur scène. Je provoque des applaudissements, je provoque des rires, des pleurs, et je provoque des sensations différentes. Tout cela avec un simple maquillage, en maquillant mon visage, qui a l'air si naturel d'apparence lorsque je viens en civil. Lorsque je viens en civil, mon visage qui a l'air si naturel et si accrochant devient alors tout de suite condamné à être solidifié et transformé, comme une chrysalide qui s'est posée sur mon visage. Cette peinture blanche, ou plutôt ce mascara très épais, ou alors ce maquillage très épais qui est posé sur mes joues, sur mes fossettes, sur la peau et sur chacun des traits de mon visage qui étire mes yeux. Mes yeux sont étirés par un noir et par un vert, tandis que mes fossettes et mes pommettes, ma joue et mon visage, les joues et mon visage, ma joue gauche et ma joue droite, ma fossette et mes pommettes droites, toutes, et même la longueur de mes bras, mes pommettes, mes fossettes, tout cela est étiré par un maquillage blanc. Je suis en train de provoquer des rires, des applaudissements, et en étant sur scène, je prends des places qu'on m'a données.
des places que je ne peux pas choisir, des places qui ont été choisies par un chorégraphe que j'ai écouté pendant des heures, assis sur une chaise, mais dans mon costume de scène. Assis sur une chaise, mais dans mon costume de scène, ou alors assis par terre, peu importe la position. Le plus important, c'est que je l'écoute, que je me mette à l'écouter, alors que je reviens. Une fois le spectacle terminé, je tire la révérence et le spectacle fait alors tomber un rideau noir. Le spectacle fait tomber un rideau noir. Et les spots qu'il y avait juste au-dessus de moi, qui m'éclairaient d'une lumière blanche et vive, deviennent rouges et éclairent vivement ce rideau noir d'une petite lumière rouge et fine, faisant apparaître des lumières qui peuvent apparaître un peu comme un maquillage posé sur le rideau. Bien que ce soit un objet, lui aussi mérite un maquillage. Il fait partie de ma prestation. Alors que je terminais de me maquiller, le premier acte venait de se terminer. La troupe qui était avant la mienne venait de rentrer à l'intérieur des loges. Ils étaient tous en train de se préparer. Ils étaient tous en train de se préparer. Ils retiraient leurs costumes et étaient en train d'en mettre des autres pour le deuxième acte. J'étais en train de regarder les trapézistes s'étirer les jambes, passer leurs jambes juste derrière leur cou. Ce qui était stupéfiant, c'est qu'ils le faisaient en ligne l'un à côté de l'autre. Il y avait des trapézistes femmes qui tiraient leurs jambes, qui l'étirèrent d'abord juste devant elles. Elles avaient la forme d'un L, et ensuite elles allaient chercher avec leurs bras. Je pouvais apercevoir leurs côtes qui bougeaient, je pouvais apercevoir leurs omoplates et leurs côtes, leurs épaules qui bougeaient dans le mouvement. Elles allaient chercher leurs pieds et le ramener sur le côté, un peu comme quelque chose qui était en train de se désincarner. Et je les regardais les unes après les autres. Elles avaient l'air d'être en train de se désincarner, ou avaient l'air d'être en train de montrer que leur corps changeait de position, une position qui n'avait pas l'air humaine. Mais tout ça n'était qu'un vulgaire étirement, caché derrière une désincarnation du corps. Alors qu'ils étaient tous en train de venir à l'intérieur de la loge, il y en avait d'autres, eux, c'était plus simple ce qu'ils avaient à faire. Ils devaient retirer les prothèses qu'ils avaient sur le visage pour pouvoir enfin les déposer sur la table et ensuite se démaquiller. Une sorte de double transformation. Les prothèses sur le côté du visage ou posées sur le visage, juste devant eux, afin qu'ils ressemblent à quelque chose de différent qu'un humain. Certains faisaient des commentaires comme par exemple «Enfin c'est fini» ou alors «Enfin ces prothèses étaient chiantes» et je les regardais. Moi j'étais en train de me préparer J'étais en train de me préparer, de me dépêcher, de peaufiner mon maquillage car le deuxième acte c'était nous. C'était nous le deuxième acte. Alors que les personnes derrière nous, les jeunes femmes qui étaient en train d'étirer leurs jambes juste derrière, étaient en train de laisser leurs jambes juste derrière leur cou. Elles étaient en train de faire aller leurs pieds et essayaient de faire aller leurs pieds les uns après les autres. Les uns après les autres, leurs deux pieds, elles les faisaient aller, les unes après les autres en ligne, toujours de la même manière. Je les ai regardées, mais enfin je me suis arrêté devant la porte qui donnait sur la scène. J'ai respiré, j'ai gonflé mes poumons d'air et ensuite j'ai relâché. Respirant d'un seul coup, j'ai alors senti que mes poumons bondissaient à l'intérieur de ma poitrine. J'ai senti mes poumons bondir à l'intérieur de ma poitrine, pas comme si je me saisissais, mais comme si lorsqu'ils relâchaient toute l'air, comme s'ils avaient relâché toute l'air que j'avais inspiré, ils étaient enfin revenus à la normale, à leur taille normale. Alors qu'ils avaient gonflé comme un ballon, ils relâchaient toute l'air et revenaient à leur taille initiale. Et je sentais mes côtes s'étirer, gonfler sur le côté quand je prenais de l'air. Ensuite, je suis rentré, j'ai pris mon trapèze et j'ai regardé les autres trapézistes qui arrivaient devant moi. Je leur prenais les pieds ou leur prenais les mains. Je les attachais et faisais des culbutes, des saltos arrière et des saltos avant. Quand je faisais des saltos arrière, je ne voyais pas que le trapéziste en face lorsque je fermais les yeux pendant le salto. J'essayais surtout d'imaginer la distance entre ses mains et ses pieds. Surtout comment est-ce que lui allait installer ses mains pour que je puisse les rattraper. Mais lorsque je suis tombé, j'ai entendu les rideaux se fermer le deuxième acte qui venait de partir, fermer le deuxième acte qui venait de partir, qui était en train de jouer en dessous de nous, pendant que nous étions en train de jouer au-dessus.
J'étais en train de rattraper le trapéziste en face, mais lorsqu'il m'a relancé, le trapèze a fait une sorte de fausse manip, je n'ai pas pu le rattraper. Je l'ai rattrapé à une main, mais la seule main qui a touché le trapèze m'a donné l'impression que je tombais. Et je suis tombé. Ma jambe a touché le sol, mais pas que ma jambe. J'ai senti ma jambe toucher le sol et partir de travers. Mon os se briser à l'intérieur. Mes deux os, l'os de ma cuisse et l'os de mon tibia, se brisaient l'un en même temps, l'un après l'autre, mais presque en même temps, presque sur le même timing. Par terre, ma jambe était complètement cassée, brisée en morceaux, et j'étais en train de regarder le rideau qui se fermait, comme si le rideau tirait sa révérence à la place de ma jambe. Ma jambe tirait sa révérence une bonne fois pour toutes, le monde du spectacle était fini pour moi. Donc cette impression de rideau qui se ferme autour de moi et qui entoure la salle de noir me donnait l'impression que c'était fini. Fini pour moi. Je ne pouvais plus remonter là-haut. Je ne pouvais plus recommencer le spectacle. Une civière est arrivée et les secours sont arrivés. On avait appelé les secours, j'ai vu les régisseurs qui ont tout de suite prévenu tout le monde à l'intérieur de la loge. J'ai appelé un régisseur en lui disant de ne pas prévenir tout le monde, car certains des autres acrobates ou des autres danseuses étaient mes amis et mes amis, des amis de spectacle, des amis de travail, et je ne voulais pas les saisir ou alors les effrayer pour rien. Je ne voulais pas les effrayer nerveusement. Alors j'ai demandé à l'un des régisseurs de pas le dire à tout le monde, et de rattraper le régisseur qui était parti le dire. Il l'a rattrapé et cela m'a soulagé. Mais la douleur était tellement intense que je ne pouvais même la ressentir, juste voir ma jambe brisée. J'avais l'impression que l'adrénaline avait coupé la douleur entre mon cerveau et entre ma jambe. Pour ce château, un simple détail pouvait devenir une arme fatale. Un simple détail pouvait devenir une arme fatale. Un vieux tapis sur le côté qui était mal posé, une chaise dans le coin, qui avait peut-être toute une histoire. L'histoire de quelqu'un qui est mort, ou alors ce vieux tapis mal posé, mal déposé sur le côté, pouvait faire trébucher n'importe qui avec un couteau pendant la course contre un esprit. Alors que la tante venait d'arriver dans un couloir qui n'attendait que sa dernière victime. La tante venait d'arriver dans un couloir qui n'attendait que sa dernière victime. Mais la tante de la jeune fille ne s'attendait pas du tout à ça. La jeune fille, elle, avec son nounours, lui avait prévenu de ne pas rentrer. Elle lui avait prévenu de ne pas rentrer alors que dehors il faisait encore jour, ce n'était que l'après-midi. Ce n'était que l'après-midi, dehors il faisait encore jour. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. À l'intérieur, il faisait nuit. Nuit presque comme s'il était minuit pile. À l'intérieur, les murs étaient noirs, alors qu'à la base, ce ne sont que du papier peint rouge avec des belles fleurs. Avec des belles fleurs rouges, des belles fleurs ornées de plein de petits détails, blancs, argent, ou alors encore dorures. Des dorures, des courbes noires, des courbes sinueuses qui tournent autour des fleurs. Ce papier peint qui se présentait sur les murs n'était plus qu'un amas de Ce papier peint qui se présentait sur les murs n'était plus qu'un amas de noirceur, d'ombre qui était en train de rentrer de manière sinueuse en rampant autour des portes tel un serpent, tel un sac rempli de serpents, tel un sac qui était rempli de vipères. L'ombre était en train de se construire à l'intérieur. L'ombre consumait l'intérieur de plus en plus, et telle l'ombre qui était en train de consumer ce château, il y avait encore quelques silhouettes qui étaient visibles. Dans sa chambre, on entendait encore les cris et les pleurs, le sang qui avait séché au sol, alors que cet esprit avait disparu depuis longtemps. Perdant la vue, elle s'était retrouvée à devoir se guider rien qu'avec les portes, avec les chambranles de portes, avec les portes fermées ou ouvertes, avec les cadres qu'il y avait au mur. Mais quand elle sentit sa main percuter un cadre, elle put alors remarquer qu'elle était arrivée dans cette aile interdite. Derrière sa nièce, qui se tenait juste devant elle, doudou à la main, lui avait dit « C'est mon ami qui me l'a dit, c'est interdit de venir ici. » Elle s'était accroupie devant elle et lui avait dit quelques jours plus tôt « Interdit? Oh, je vois. Et qui t'a dit que c'était interdit? Mon ami. » Quand elle lui a demandé « Qui est ton ami? Est-ce que je peux la rencontrer? » Non, il n'y a que moi qui la vois. Il n'y a que moi qui lui parle. Et elle ne parle qu'à moi.
Quand elle lui a demandé où est-ce qu'elle se trouvait, la jeune fille pointa du doigt le fond du couloir et dit alors « Là-bas, c'est là-bas qu'elle dort, c'est là-bas que se trouve sa chambre. Elle m'a dit qu'elle vit dans un endroit clos, un endroit tout petit où personne ne peut aller. » À ce moment-là, la jeune femme essaya alors de parler avec la jeune fille, pour pouvoir en savoir plus sur son amie imaginaire. En lui demandant « Et alors, elle est imaginaire? Tu ne penses pas qu'elle aurait peur la nuit? Elle ne t'a jamais demandé d'aller dormir avec elle? » Non. Elle répondit alors non à chacune des questions qu'elle lui avait posées. Mais ce soir-là, en essayant d'ouvrir les yeux, elle arracha ses paupières d'un seul coup sec. Elle sentit la douleur juste au bord de ses cils. Juste au bord de ses cils, juste au bord de ses paupières. Elle sentit la douleur. Elle sentit la douleur de la chair en dessous de ses os. Elle sentit la douleur de la chair juste au-dessus de ses os, mais en dessous de ses yeux. Elle leva alors les yeux et vit alors ce couloir, une profonde et intensité de noir qui était en train de s'enfoncer, comme si elle allait s'enfoncer dans les ténèbres, dans les abîmes. Comme si elle allait s'enfoncer dans les ténèbres, dans les abîmes. Elle regardait ce couloir, quelques cadres apparaissaient encore à la vue d'un contour doré. À la vue d'un contour doré, d'un cadre doré, quelques cadres apparaissaient encore, quelques portes apparaissaient encore, à la vue d'un intérieur éclairé par le château, mais sinon rien que de la noirceur et de l'obscurité. Elle se guidait à la surface du papier peint, laissant sa main contre le mur. L'essence même de se guider à l'intérieur, l'essence même de se guider à l'intérieur de ce couloir sombre n'existait plus. L'essence même de se guider, c'était garder sa main contre le mur. Mais même en gardant sa main contre le mur, elle pouvait sentir que la droite, la gauche, le devant, le derrière disparaissaient. Un grand cadre est apparu devant elle. Elle put le distinguer grâce à une grande lueur qui sortait d'une porte ouverte de l'une des chambres. Elle n'est pas allée voir dans la chambre car elle entendait des cris, des hurlements et des cris mélangés à des pleurs. Elle avait l'impression de voir un théâtre, une cacophonie d'une femme qui se faisait peut-être tuer sur son lit et les enfants qui la pleuraient par terre. Les enfants qui la pleuraient par terre avec l'assassin sur le lit qui tenait le manche du couteau à deux mains. Elle avait l'air d'imaginer ça. Quand elle s'était retournée, cette femme avait légèrement bougé son torse, alors qu'elle se disait « Ne la regarde pas, ne la regarde pas. Ne fais pas attention, ne prête pas attention à tous ces regards fixes qui t'observent. » Elle est arrivée presque au bout du couloir, elle se disait « J'ai réussi à passer, à arriver de l'autre côté. » Mais cette femme s'était un petit peu retournée. Alors qu'elle se retourna, l'église qui avait été peinte derrière, et les arbres qui avaient été brûlés juste derrière, la forêt brûlée qui était juste derrière, la forêt qui avait brûlé juste derrière, les arbres en cendres qui étaient peints en arrière-plan de cette toile, et la jeune femme avec son bustier, son corset noir, sa robe noire et son bustier en avant-plan. Cette femme s'est alors libérée de son tableau. Elle s'est alors libérée de son tableau, a passé sa main sur le côté, sa deuxième main sur le côté, se libérant du tableau, se détachant de cette toile sur laquelle elle avait été mise et collée pendant tellement longtemps, pendant des siècles. Elle pouvait enfin sortir. Elle entendit une simple respiration derrière elle, ce qui lui donnait l'impression qu'elle n'était pas partie si loin, si profondément dans les ténèbres. Elle s'était retournée. Ce n'était ni sa nièce, ni une petite fille, ni son neveu. C'était cette femme. Et elle s'était retournée avec cette femme qui l'empêchait de passer. Et les murs, petit à petit, disparaissaient. Les murs tout au fond, la lumière qui donnait sur l'extérieur. Le couteau que portait son neveu reflétait la lumière à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, le château donnait l'impression qu'il était minuit et quart. Le couteau que portait son neveu commencèrent alors à gratter le sol. Ils commencèrent alors à gratter le sol. Ils se mirent par terre à quatre pattes. Sa jambe passait au-dessus de son épaule et son bras en dessous de sa jambe. Ils se mirent à avancer. D'abord sa jambe droite qui passait au-dessus de son épaule et son bras qui passait en dessous de sa jambe. Son pied devant, sa tête presque contre le sol. Son bras tout de suite qui passait devant et son poing serré contre le manche du couteau. À chaque fois firent un bruit juste contre le sol, contre le plancher qu'il devait y avoir en dessous du tapis rouge. En dessous du tapis rouge, en dessous de la tapisserie rouge, il devait y avoir un plancher aussi vieux que le château. Et chaque fois, un bruit de coups de poing contre le sol avançait. Un bruit de coups de poing avançait contre le sol,
et la saisissait. Son dos fit un rebond à chaque fois que le poing de son neveu avançait de plus en plus et frappèrent le sol. Elle se saisit, encore une fois, à chaque coup de poing, et à chaque fois la lame et les reflets de l'ombre et certains visages déformés qu'elle pouvait apercevoir dans la lame, s'approchaient de plus en plus. Elle partit en courant, mais si elle courait, le corps de son neveu, complètement déformé, allait accélérer aussi vite qu'elle, et c'était fini. Elle se rendit compte de ça peu de temps après en essayant de s'échapper. Mais il était déjà trop tard. Quand elle partit, elle s'était retrouvée devant une porte rouge qui l'enfermait, et juste derrière, de l'autre côté, un mur impossible à franchir. Sur le fauteuil, j'étais juste à côté de Enzo. Enzo était en train de dormir, bien que je ne comprenne pas trop pourquoi, son sommeil avait l'air perturbé. Ça n'avait pas l'air d'être un sommeil paisible. Alors je me suis levé et j'ai pris la couverture et je l'ai mis un peu plus sur lui, un peu plus sur son épaule. À cet instant-là, quand je me suis levé, j'ai été à la fenêtre et je me suis mis contre la fenêtre. Je me suis assis contre la fenêtre et j'entendais dehors des rires. J'entendais le bruit d'un ballon heurter le sol et j'entendais un chien qui aboyait, peut-être sur quelqu'un ou alors peut-être simplement parce qu'il était en train de jouer. Avec le dos de ma main, j'ai pris alors le rideau. J'ai pris le rideau légèrement avec le dos de ma main. Je l'ai levé et j'ai regardé. C'était mon voisin, Devon, qui jouait avec son chien. J'avais toujours trouvé une sorte de paix intérieure quand j'allais le voir le matin et qu'on jouait avec son chien. Ce soir-là, il était en train de jouer et j'ai entendu sa mère à l'intérieur, avec un gratin entre les mains, qui était en train de dire « Devon, on va bientôt manger, à table !» Levant un peu la voix, elle l'a regardé et lui a dit « Tu viens, tu rentres ?» Tout de suite, il est rentré. Il est passé en dessous du bras de sa mère qui tenait la porte, avec un gratin dans la main. Elle m'a regardé et m'a fait un signe d'elle devait m'avoir vu. Je n'étais pas si bien caché que je le pensais. Elle m'a fait un signe, mais le signe, elle a continué à le faire alors que j'étais sur le point de me lever. J'ai vu cette femme me regarder, continuer à me faire un signe, et finalement elle s'est avancée. Elle s'est avancée. Une voiture violente roulant à toute allure. Une voiture violente roulant à toute allure, à pleine vitesse, a failli heurter la femme. Je l'ai regardée, angoissée, je suis allé voir et j'ai toqué à la porte. J'ai toqué à la porte, angoissée, quand elle a failli mettre un pied sur la route. J'ai été toqué à la porte et j'ai frappé, j'ai tambouriné à la porte. Je me suis tout de suite excusé d'avoir tambouriné, mais j'avais eu peur pour la jeune femme. La jeune femme s'est assise, a déposé le gratin sur la table, alors que Devon était déjà en train de manger et son père aussi. La jeune femme est arrivée, déposant une assiette et des couverts. Moi, je suis arrivé, je me suis assis dans le salon. Elle est venue avec moi et m'a regardé. Elle a, elle a commencé à mettre sa main dans mes cheveux, mais d'abord, avant, levant sa main au niveau de ma tête, elle a dit « Est-ce que je peux ?» Je l'ai regardée. J'ai dit « Mais oui, évidemment. » Elle a alors mis sa main dans mes cheveux et m'a dit « Depuis quand vous avez ce clou d'oreille ? Il est beau, il est magnifique. Et vos cheveux, ils sont d'une telle noirceur entre le brun et le noir, à peu près comme ceux de mon fils. » Je l'ai regardé avec un sourire en coin. Ça me faisait plaisir qu'elle me compare à Devon. Ça me faisait plaisir. Quand elle m'a regardé, elle a retiré sa main et elle a vu cette petite cicatrice que j'avais juste au-dessus de l'œil. Cicatrice que je n'oublierai jamais, même si ce moment a été un moment dur à passer. Elle m'a demandé d'où vient cette petite cicatrice au-dessus de l'œil ici. Je lui ai expliqué qu'elle me venait de mon chien qui est mort. Je lui ai dit, elle me vient de mon chien qui est mort. Je ne l'oublierai jamais. En passant mon doigt dessus, j'ai dit, je ne l'oublierai jamais, c'est mon chien qui m'a fait cette cicatrice. Il a un peu forgé mon visage, il a un peu retransformé quelque part. Quelque part, il a laissé sa trace sur mon visage. Il a laissé une petite trace, un petit tatouage indélébile, qui est fait de chair et de sang, qui ne partira jamais. C'était lorsque j'étais en train d'aller lorsqu'on était en train d'aller chez le vétérinaire. J'ai voulu le faire rentrer dans sa cage, mais il n'a pas voulu. Il s'est retourné, je me suis accroupi, et j'ai eu le malheur de m'abaisser à son niveau et qu'il me donne un coup de patte. Sa griffe s'est enfoncée dans mon œil. Depuis, si je me tourne, je ne vous vois pas très bien. Depuis, sur le côté, juste ici au-dessus,
Mon œil part un peu sur le côté. Il reste correct, il reste droit quand je regarde à gauche et à droite. Quand je regarde à gauche et à droite, mes yeux restent droits, restent normaux. Mais malgré ça, mon œil part un peu sur le côté, ici de ce côté, tout tremble. Tout tremble et je vois flou. Tout tremble, je vois flou, et de temps en temps, il y a même une grosse marque noire qui descend. Et je n'aperçois plus que la moitié de ce que je vois. Ça ne me dérange pas parce qu'au final, ça c'est mon chien qui me l'a donné. Alors il est quelque part avec moi. Finalement, ce soir-là, j'ai mangé chez eux. La jeune femme me regardait. La jeune femme me regardait de loin, et de loin à la table. Je me suis levé et je me suis mis juste à côté de la femme. Juste à côté de la femme, juste à côté de la mère de Devon. Je lui ai dit: Excusez-moi madame, mais je peux aller me servir dans le bar? J'avais aperçu le bar sur le côté et je lui ai dit: J'ai aperçu votre bar sur le côté, votre frigo et votre réfrigérateur. Je l'ai aperçu sur le côté près de la cuisinière, près du couloir qui passe juste à côté de la cuisine ouverte, la cuisine américaine. Est-ce que je peux aller me servir? Elle m'a regardé et a dit: Oui, bien sûr, prenez mon verre et prenez celui de mon mari, et allez nous servir quelque chose. Je les ai regardés, j'avais un sourire en coin, un sourire aux lèvres. Je me sentais accueilli, j'avais enfin l'impression qu'on m'acceptait quelque part, même si la présence de mon copain était suffisante. C'était vrai qu'en me retournant vers la maison que j'apercevais par la fenêtre, la présence de mon copain était bien plus que suffisante. Mais ce soir-là, je me suis endormi chez les voisins. Enzo est venu me récupérer. Enzo est venu me récupérer et a dit: Tu t'es endormi ici, t'as dormi ici cette nuit. Je lui ai dit: Écoute, je suis parti parce que t'étais en train de dormir. T'avais l'air de dormir d'un sommeil agité. Enzo, inquiet, a commencé à me dire: Oui, parce que t'étais pas là. Mais j'étais là et j'ai remarqué que ton sommeil a commencé à s'agiter juste au moment où je restais près de toi. Est-ce que c'était un... Est-ce que c'était la télé qui te dérangeait, le bruit, ou alors peut-être mon smartphone? Qu'est-ce qui te dérangeait? Enzo m'a regardé, la tête inclinée, appuyée contre le mur. Il m'a regardé et il m'a dit: Tu sais très bien que tout ce qui est les ondes avec les smartphones, ou tout ce qui est les ondes avec la télé, dormir devant la télé, ou avec son smartphone sous son oreiller, je n'y crois pas une seule seconde. Je lui ai dit: Oui, je sais, mais je te pose quand même la question. Ton sommeil était agité. J'étais là, j'étais avec toi. Alors ne dis pas que j'étais pas là. Je lui ai dit que j'étais parti quelques minutes après. Je lui ai dit que j'étais parti quelques minutes après et que je voulais te laisser pour que tu récupères un sommeil un peu plus calme. Là, il m'a regardé avec une tête un peu plus calme, un peu plus tendre. Et je lui ai dit: C'était pour que tu récupères un sommeil plus calme, pour que tu récupères un sommeil un peu plus confortable. J'ai passé ma main sur son visage, je l'ai embrassé et je lui ai dit: C'était simplement pour ça. Enzo m'a dit: Tu es sûr? Moi j'ai dit: Oui. Et il m'a regardé encore une fois, répétant: Tu es sûr? Insistant sur le tu es sûr, il me l'a demandé plusieurs fois, insistant sur l'intonation qu'il insistant sur l'intonation qu'il donnait à son tu es sûr, il insistait plusieurs fois, me posait plusieurs fois la question. À un moment, Donovan, Devon est arrivé et Donovan, son petit frère, sont arrivés. Ils m'ont regardé. Donovan et Devon, son petit frère, est arrivé et j'ai regardé Devon et je lui ai dit: Ne t'inquiète pas, en mettant ma main dans ses cheveux. Je lui ai un peu ébouriffé les cheveux et j'ai dit: Donovan, viens ici. Il est venu près de moi et j'ai ébouriffé ses cheveux noirs. Je l'ai regardé, j'ai regardé ses yeux bruns, j'avais l'impression de me voir moi en encore plus petit que je n'ai l'impression de me voir moi. Quand je regarde Devon, j'ai l'impression de me voir moi adolescent. Quand je regarde Donovan, j'ai l'impression de me voir moi petit. C'était comme si je retournais dans le temps, quand j'étais dans cette maison. Ici, je me sentais bien et j'avais la possibilité et la capacité de jouer avec un chien, pour ne, pour ne pas souffrir de la douleur du fait que mon chien m'ait laissé cette marque, mais qu'elle ne soit plus là aujourd'hui. Alors je les ai regardés tous les deux et j'ai dit: Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Puis finalement, j'ai dit: Je suis resté dehors, j'ai fermé la porte, j'ai regardé la mère de Devon et Donovan, et je lui ai dit: Je vais parler avec lui une seule minute. Je vais parler avec lui une minute. Je reviens. Une seule seconde. Une seule seconde dehors m'a suffi. Un regard a suffi pour que je lui dise: Est-ce que tu veux rester avec moi? Comme ça, t'es sûr de ce que je fais, t'es sûr de ce que tu fais. Est-ce que tu veux rester ici avec moi? Tu verras. Tu verras, Devon.
Devon et son frère sont adorables, tu verras, ses parents sont géniaux. Et tu verras, il a un chien. À cet instant-là, tu m'as demandé si je faisais ça simplement parce qu'il avait un chien. J'ai levé les yeux et j'ai dit, évidemment, évidemment que je fais ça simplement parce qu'il a un chien. Tu sais très bien que j'essaye de guérir de la souffrance du fait qu'elle m'a abandonné. Elle m'a pas abandonné, mais elle a tracé son propre chemin. Elle est partie et la dernière chose qu'elle m'a laissée, c'est cette marque. C'est cette marque en soulevant mes cheveux sur le côté. J'ai dit, c'est la dernière chose qu'elle m'a laissée. Mais elle est plus là aujourd'hui, alors tu comprends bien que j'essaye de trouver des solutions. Enzo, tu m'as regardé, tu n'as rien dit. Tu as regardé par la fenêtre, ils étaient en train de... Tu as regardé par la fenêtre, à travers les rideaux. La mère était en train de nous regarder parler, mais elle a installé en même temps la table. Elle a installé en même temps la table, une table avec des verres remplis. Elle a porté les bouteilles sur la table et finalement remplissait les assiettes les unes après les autres. Quand on l'a entendu appeler Devon et appeler Donovan, je me suis retourné vers la porte. J'ai poussé la porte juste un peu ouverte et je t'ai dit, allez, viens, tu vas pas le regretter. Tu m'as demandé dans le couloir, où est-ce qu'on va dormir? Je t'ai regardé, j'ai mis ma main dans son dos et j'ai dit, chut. Finalement, je t'ai embrassé pour que tu arrêtes de poser ce genre de questions. Et je t'ai dit, ils ont une chambre d'amis. Ils vont bien vouloir nous laisser dormir ici s'ils veulent bien que je dorme ici ou que je passe ma journée avec leur enfant. Parfois, je passe pas ma journée uniquement avec Devon et Donovan dans le jardin à jouer avec leurs chiens. Parfois, je les emmène à des chenils ou alors je les emmène voir le vétérinaire pour qu'on puisse passer la journée simplement à soigner des chiens, des chats, des animaux. Ou alors parfois, je les emmène en haut chez nous. Quand tu pars à ton travail, je les emmène en haut chez nous. Et alors dans ce grenier, je sors tous les objets que j'utilisais avec mon chien malheureusement décédé. Tu te souviens d'elle, hein, elle était brune, brune caramel. Tu te souviens d'elle? Eh bien, eh bien, je sors tous les objets d'Alexa. Je l'avais appelée Alexa parce que je me souviens qu'elle réagissait à chaque fois que notre Alexa parlait. À chaque fois que je posais une question à Alexa ou une demande à Alexa, elle réagissait immédiatement. Même la sonnette, elle y réagissait. Alors je l'ai appelée Alexa. Et je trouvais que ça lui allait plutôt bien. Vu sa manière de réagir et d'être très intuitive, on a sorti tous ces jeux. Et parfois la journée, lorsqu'on était en haut dans le grenier, je sortais tous les jouets d'Alexa. Une photo d'elle que je regardais attentivement. Et Donovan et Devon venaient se mettre près de moi. Ils venaient se mettre près de moi et me disaient, c'est ton chien? Et oui, comme tous les jours, même s'ils me posaient la question encore une fois, peut-être pour la millième fois, je leur disais, oui, c'est mon chien. Elle me manque beaucoup, mais c'est à travers le vôtre que j'ai trouvé une sorte de paix et de sérénité. On était tous les deux assis contre la vitre, par terre. Par terre, au sol, tous les deux assis contre la vitre, on se retournait de temps en temps face à face. Face à face, on se retournait de temps en temps parce qu'on se tournait tous les deux du même côté et on regardait dehors, là où on entendait chacun on entendait le bruit des vaisseaux incessant. Le bruit des vaisseaux, les plus grands vaisseaux qui passaient au-dessus des immeubles ou qui passaient au-dessus des grandes tours qui touchaient le ciel. On ressentait leurs vibrations à travers les murs, leurs vibrations à travers les vitres qui avaient l'air de trembler très légèrement et les murs qui avaient l'air de trembler très légèrement. On sentait des vibrations très légères, très fines, presque douces lorsqu'on mettait notre main sur la vitre ou lorsqu'on posait notre main sur le sol. Ou encore quand on s'appuyait contre le mur, les vibrations étaient très douces, légères, d'une légèreté presque agréable, d'une légèreté qui était presque agréable. Ça, c'était quand un énorme vaisseau passait au-dessus des immeubles et passait au-dessus des tours. Sinon, on arrivait simplement à entendre le bruit des petits vaisseaux. Les petits vaisseaux qu'il y avait dehors, avec leurs ailes qui étaient déployées, avec leurs petits moteurs, qu'on entendait vibrer. On ne le sentait pas vibrer comme les gros vaisseaux qui avaient un énorme moteur, mais on l'entendait. On entendait le bruit qu'il faisait, une sorte de vibrement ou alors de son aigu qu'il faisait de l'extérieur, et on ne pouvait que l'entendre, pas le ressentir comme les gros vaisseaux.
On regardait par la fenêtre et ce monde futuriste, rempli de tours noirs ou alors de vitres teintées, à l'intérieur, on arrivait à voir des gens qui se préparaient. Tout le monde se préparait pour une mission différente. Nous deux, on était en train de mettre le bas de notre combinaison. On était en train d'enfiler notre combinaison, alors que j'étais en train de mettre mes protège-genoux, et j'étais en train de mettre mes protège-épaules, et mes protège-coudes, ainsi que ce qui protégeait le dessus de ma main et le dessous de ma main. Je mettais je mettais les parties qui protégeaient mes doigts, chacun de mes doigts, et j'enfilais mes gants. J'enfilais mes gants au-dessus de ça. Ensuite, je sentais mes articulations protégées, le dessus et le dessous de ma main protégés, mes genoux et mes épaules protégés. Je sentais aussi mes genoux et mes coudes protégés, et je mettais ensuite ma combinaison par-dessus. Par-dessus, au-dessus, je mettais ma combinaison. Et puis, une fois que j'avais ma combinaison, je prenais mon ceinturon par terre et je l'accrochais. J'y mettais le premier petit couteau. J'y mettais une rangée de 3 petits couteaux sur le côté. J'y mettais mon Tokiwoki. Notre Tokiwoki, on s'asseyait à une table et on les branchait l'un à l'autre. On les branchait l'un à l'autre, et à cette table, qui était juste à côté d'un énorme vaisseau qui était passé à côté de nous, formant alors une ombre incroyable à l'intérieur de notre appartement. Formant une ombre incroyable juste à l'intérieur de notre appartement, devant la vitre, cet énorme vaisseau, ou en tout cas l'aile qui tombait vers le bas et qui pouvait passer juste entre deux tours, mais pas plus que entre deux tours, formèrent une ombre incroyable, immersive à l'intérieur de notre appartement. Je me suis retourné comme si cette ombre était en train de manger et de ronger tous les murs. Elle était en train de lisser tous les murs, elle était en train de planer au-dessus des murs, jusqu'à ce qu'elle apparaisse partout autour de nous. Ensuite, lorsqu'il est parti, la moitié de l'immeuble a arrêté de vibrer. Je me suis posé contre la vitre et je ne sentais plus les vibrations agréables. Il était parti, j'ai levé les yeux pour regarder le vaisseau. J'ai alors ouvert le plafond. En prenant, en prenant cette, en prenant cette détente, ce levier sur le côté, je l'ai alors tendu, juste devant moi, puis encore abaissé une seule fois. Puis je l'ai remonté. Au-dessus de nous, le plafond s'est divisé en 2 parties. On est monté par l'escalier sur le côté. Lorsqu'on est monté par l'escalier sur le côté, on est arrivé et notre vaisseau nous attendait. Quand je l'ai allumé de l'extérieur, en posant ma main juste sur un boîtier, repérant ainsi ma combinaison, et surtout, en dessous, repérant ma main et chacune des lignes de ma main, chacune des empreintes de mes doigts. J'ai alors laissé ma main et j'ai senti une vibration légère sur la peau. Sur ma peau, j'ai senti une vibration légère. J'ai remis mon gant et on est rentré dans le vaisseau. En rentrant dans le vaisseau, je me suis installé. L'arrière, À l'arrière, tout a pris alors une lumière très fade. Une lumière très fade, presque éteinte, comme un vieux luminaire qui ne fonctionnait presque plus. Mais, mais tandis que juste devant nous, les manettes et les le compte à rebours pour décoller qu'il y avait juste devant nous, les numéros qui apparaissaient, eux, étaient d'une lumière très blanche. Ils étaient d'une lumière très blanche et juste devant nous, on était prêt à décoller. Alors que les commandes qu'il y avait en face de moi ont commencé à s'allumer les unes après les autres en une lumière blanche et bleue. En une lumière blanche et bleue, j'ai regardé les commandes s'allumer. La lumière blanche apparaissait d'abord comme une sorte de fil de lumière, de lumière jaunâtre un peu clair, un peu pâle, qui ensuite se transformait en une lumière très blanche très lumineuse, et qui apparaissait en dessous de chaque bouton de chaque commande, ou alors de chaque levier à tirer. Et je regardais alors les commandes qu'il y avait devant moi. Les écrans, je les allumais les uns après les autres, en scannant chaque empreinte de mes doigts, et en scannant la paume de ma main, en levant les doigts vers le haut. Ensuite, j'ai vu apparaître la ville sous mes yeux. Sous mes yeux, j'ai vu apparaître la ville lorsque la visière est apparue. La visière qui faisait à peine la taille entre mes yeux. Et puis la visière s'est écartée. Elle s'est ouverte en 2 parties et est devenue plus grande. On est alors sorti.
On est alors sorti et j'ai conduit le vaisseau. J'ai alors poussé le levier vers le haut et j'ai tiré vers moi la manette. J'ai tiré vers moi le joystick, la manette que j'avais en main. Je l'ai tiré vers l'arrière et je sentais une résistance. J'ai appuyé sur le bouton au-dessus et j'ai senti cette résistance disparaître. On est arrivé à un endroit précis où le vaisseau nous avait emmenés, un endroit de faune et de flore qui était en train de disparaître. Notre mission, essayer de la garder intacte. Elle était en train de disparaître, mais la faune et la flore continuaient à pousser. Elle disparaissait parce que d'autres plantes qui avaient fusionné avec le futur, avec notre ville futuriste, d'autres plantes qui avaient fusionné avec les produits chimiques, avec notre ville futuriste et avec les technologies qu'on avait inventées, étaient en train d'étouffer les vraies plantes qui avaient vécu sur la Terre. On essayait de les enlever, de les retirer jusqu'à la dernière pousse, jusqu'à la racine ancrée dans le métal. On les retirait. Mais lorsqu'on a entendu un petit cri, un petit rugissement, on a entendu un petit rugissement, et à genoux par terre, j'ai commencé à chercher sous les plantes, à chercher sous les herbes. Et j'ai cherché sous les herbes, sous les plantes, mais je n'ai rien vu. Mais à un moment, j'ai mis ma main juste entre deux grosses plaques de métal. J'ai placé ma main, et j'ai senti quelque chose me griffer. J'ai retiré tout de suite. Et j'ai vu 4 marques de griffes sur ma main. 4 marques de griffes précises. Là, j'ai alors écarté ces 2 plaques de métal. Un petit puma encore tout gris, qui n'avait pas son pelage original, nous regardait de haut. Ses yeux étaient brillants. On a été le chercher, et je t'ai demandé de les maintenir, les plaques de métal. Les deux planches de métal qui étaient plutôt épaisses et lourdes, je t'ai demandé de les maintenir. Je t'ai demandé de les maintenir ouvertes, et tu les as tenues ouvertes. Tu as mis une sorte d'engin entre les deux. Une accroche qui pouvait maintenir plus de 1000 kilos ouverts, plus d'une tonne ouverte, et tu l'as mis et accroché. J'ai repris ce petit puma, je l'ai regardé, et je l'ai mis dans une cage. Il s'est tout de suite retourné vers moi et j'ai vu ses yeux. À cet instant-là, je lui ai laissé alors des herbes pour qu'il puisse se nourrir. Un petit morceau de viande que j'avais sorti d'un sachet, si jamais on trouve. Un petit morceau de viande crue que j'avais sorti d'un sachet, que j'avais alors aspergé avec du sang. Avec du sang, j'ai plongé ma main dans du sang et je l'ai aspergé. Je l'ai aspergé, je l'ai frotté et je l'ai mis alors dessus. Je l'ai mis dessus, j'ai frotté ma main dessus, qui était couverte de sang. Je me suis dit que ça lui donnerait peut-être envie de manger, et à cet instant-là, il a commencé à manger, à mordre. Il était concentré sur son morceau de viande. On l'a amené, on l'a mis sur la table froide, on a pris soin de lui. On levait ses pattes, en levant ses pattes, on faisait le bandage, on préparait des bandages autour de notre main, on regardait s'il était blessé quelque part, mais rien de ce genre, il n'avait pas l'air d'être blessé. Juste simplement d'être mal, d'être mal. Il avait simplement l'air d'être un petit peu mal. Il avait été emprisonné pendant on ne sait combien de temps avant qu'on ne le trouve. Il avait juste l'air d'être un petit peu mal. Il ne buvait pas, il se nourrissait uniquement de chair crue. Je me suis dit, pour un animal carnivore comme celui-ci, qu'avait-il mangé pour survivre là? Qu'avait-il mangé? Peut-être les restes des gens qui jettent leur nourriture ou alors leur gobelet par terre? Peut-être qu'il avait mangé les restes ou bu les restes pour vivre, ou alors qu'il avait essayé de s'adapter et de se nourrir de plantes. Mais je me suis dit, pour un carnivore comme un puma, comme un jeune puma, qui est censé grandir et qui est censé rentrer, qui est censé devenir un grand puma, comment aurait-il pu se nourrir d'herbacées et d'autres choses dans ce genre-là? Comment aurait-il pu faire comme les herbacées, les animaux herbacés, qui se nourrissent de ça, de plantes, ou alors qui se nourrissent de fruits? Comment aurait-il pu s'adapter? Il ne l'a pas fait, il ne l'avait pas fait. En fait, il s'était simplement trouvé seul à l'intérieur de cette planche, mais chaque jour, une petite fille venait le nourrir. C'est ce que nous avons remarqué sur les caméras de surveillance de l'une des tours. Chaque jour, une petite fille venait s'accroupir et venait le nourrir. Elle mettait alors tranquillement sa main entre les 2 planches écartées et elle y versait alors du sang pour qu'il puisse boire. Elle y versait aussi et y déposait un petit peu de viande crue quand ses parents allaient faire les courses. Dès qu'ils avaient le dos tourné, elle prenait de la viande crue ou alors du poisson pour pouvoir lui donner.
et il mangeait, et elle attendait juste en face qu'il ait terminé de manger. À ce moment-là, elle repartait et faisait semblant de rien. Ses parents lui tendaient la main à cette jeune fille pour lui dire reviens, et elle repartait. Elle le caressait tendrement en lui disant je vais revenir demain. Et le lendemain, elle revenait, jusqu'à ce soir où c'était à notre tour de revenir. On l'a pris, on l'a amené sur la table blanche. On l'a amené sur la table blanche et froide. On a pris soin de lui, on lui a fait des bandages et on lui a offert de quoi manger et boire. On a pris soin de lui, on lui a offert un foyer et on l'a même appelé Bloomy. Ça a été son nom. Quand on l'a pris entre les planches en métal, il avait l'air un peu bleu, mais il était gris. C'était encore un jeune puma. Alors on l'a appelé Bloomy. On lui avait donné un nom, un foyer, de quoi manger, de quoi boire. On l'avait guéri et on lui avait fait quelques injections pour qu'il se sente mieux. On avait un petit peu dû se débattre avec lui, mais lorsqu'on a déchargé nos armes, que la lumière sur nos armes, les néons sur le côté ont disparu, Bloomy se sentait plus en confiance. Il pouvait enfin aller vers nous. Et lorsque je suis allé sur le canapé, que j'ai ouvert la tablette et le PC juste à côté de moi pour voir les environs et capturer les environs, et quadriller les endroits différents dans lesquels nous allons aller. J'ai quadrillé différents endroits dans lesquels on pouvait aller et encore sauver la faune et la flore, ou alors sauver la ville de toute cette technologie. J'étais en train de faire ça et Bloomy est venu tout près de moi. Il s'est frotté à l'écran de mon PC, et puis ensuite s'est frotté à mon arme qui était complètement déchargée. Elle était complètement déchargée et je l'avais éteinte. Comme le néon avait disparu, il n'en avait plus peur. Ce néon, quand il était allumé, dégageait une sorte de son très désagréable, mais lorsqu'il était éteint et qu'il n'était plus allumé, ne dégageait aucun son. Bloomy s'est endormie juste à côté du chargeur et de la détente. Heureusement qu'elle n'était pas chargée. J'ai gardé Bloomy près de moi, et en gardant Bloomy près de moi, je l'ai posé sur mes jambes. Je l'ai caressé jusqu'à ce qu'il s'endorme, et toi, tu es venu près de moi. Tu étais en train de ranger la salle où on avait pris soin de lui. Tu étais en train de nettoyer le sang et de nettoyer la nourriture dans la gamelle qu'on lui avait posée sur le sol. Tu étais en train de remplir l'eau et de la changer, alors qu'on venait de mettre de l'eau dans sa gamelle. Avec un couteau, tu avais marqué Bloomy sur l'une des gamelles, pour qu'il puisse savoir que c'était les siennes. Pour qu'il puisse savoir que c'était les siennes, tu étais venu avec un couteau, avec les deux gamelles que tu avais posées à côté de toi. Tu en as pris une d'abord, celle où on mettait l'eau, et tu as gravé avec le couteau Bloomy, B-L-U-M-I. Et puis ensuite sur l'autre, B-L-U-M-I, les unes après les autres. Et tu as fait ça, tu les as reposées par terre pour qu'il puisse savoir que c'était à lui. Tu les as mis juste en face d'un mur qui était éteint, pour qu'il puisse savoir et ne jamais avoir peur. Parce qu'on s'est dit que face à la vitre, avec tous les énormes vaisseaux qui passaient devant, il devait certainement avoir peur ou alors les craindre. On a mis une petite lumière pour qu'il puisse les voir et savoir où elles étaient dans l'appartement et se repérer. Mais face au mur, c'était mieux, car face à la fenêtre, il allait peut-être craindre les énormes vaisseaux et les vibrations qu'ils faisaient.